Vous aimez les cow-boys, vous aimez les bourriquets, vous aimez les BD françaises qui déboîtent. On vous l'avait promis, eh bien vous l'avez aujourd'hui sur First Print, votre podcast comics préféré. Une émission en compagnie de Ron et Simon Hutt pour parler de Mutafukaz 1886. Bienvenue. Donc là, tu vois, c'est de l'intro qui est carré comme je te le disais. Donc, Simon, Ron, bienvenue à vous. Je suis bluffé, quoi. Hello, salut. Merci. Et ils commencent tout de suite à se moquer de leur animateur. C'est vraiment pas très sympa, mais voilà, bienvenue sur First Print. On est vraiment hyper content de vous avoir aujourd'hui. On vous l'avait un petit peu teasé dans les précédentes émissions, mais voilà, avec First Print, l'ambition, c'est de parler de BD qui sont faites au terroir, j'ai envie de dire, sur le territoire français. Et du coup, on est là pour parler de Mutafukaz 1886. Le premier numéro vient de sortir au label 619 et donc on a le duo créatif derrière cette réinvention de Mutafukaz qui fête ses 15 ans. Joyeux anniversaire. Ron, tu vas bien? Ah la vache, 15 ans, là, je viens de prendre une baffe. Écoute, ouais, ça va. Moi, c'est vrai que quand j'ai écouté la fois dernière First Print, je me suis dit, mais 15 ans, ils sont sérieux? J'ai fait le calcul mental, je me suis dit, ouais, c'est un truc de fou. Donc oui, effectivement, 15 ans après, on sort une relecture de Mutafukaz au Far West. Et qu'on va aborder, Simon, donc bienvenue à toi également. Merci. Voilà, ne sois pas impressionné. Ce n'est que First Print, ne t'inquiète pas, ça va très bien se passer. Mais justement, on se parle déjà parce qu'on a fait un tour de chauffe avant d'enregistrer. Mais pour celles et ceux qui écoutent Super Friends de temps en temps et qui parfois écoutent les numéros par pure curiosité, puisque oui, il y en a des comme vous, on va faire juste une petite présentation quand même. Donc on va commencer tout simplement par Simon, puisque Ron est déjà pris d'un fou rire. Simon, bienvenue donc et présente-toi un petit peu. Mais non, ça va être très bien. Merci Arnaud. Monte un peu ton micro. Ouais, merci Arnaud de me recevoir. Bon, je m'appelle Simon, donc là je suis le dessinateur sur Mutafukaz 1886 avec Ren qui essaye de pas. Hey, c'est ouf, c'est ouf. Et j'ai bossé donc sur Doggy Bags sur les numéros 10 et 13 avec le label. Ouais. C'était mes premiers tafs avec le label. J'ai bossé aussi. Donc là, je sais pas si tu veux une présentation complète. Un petit peu, non, c'est juste pour que les gens qui ne te connaissent pas encore savent un peu ce que tu as fait avant de faire Mutafukaz, puis on parlera de votre rencontre de toute façon ensuite. Yes. Et ensuite, en dehors de la BD, moi je suis directeur artistique dans le jeu vidéo. Je bosse pour des studios, notamment de Game Bakers à Montpellier. J'ai bossé sur Haven, Fury. Et je fais aussi du dessin animé. J'ai bossé pour Nickelodeon, Cartoon Network, voilà, ce genre de job. Et voilà, je pense que c'est déjà mortel. Non, carrément. Présentation sommaire que tu vas faire pareil maintenant que tu as fini de rigoler, Ron. Vas-y, c'est bon. Ouais, j'ai des images mentales qui me viennent depuis moi. On sort de dédicace, donc il faut dire qu'on était sous pression pendant un petit moment. Moi, Ron, directeur de collection du label 619, du moins jusque 2018. Maintenant, je co-dirige le label avec Guillaume Singelin, Mathieu Bablé, Florent Maudou. Et puis créateur de Mutafukaz, du label de Doggy Bags, et puis auteur aussi. Donc voilà. Simon, ça fait combien de temps qu'on se connaît? Ça doit faire. Je pense que ça fait au moins 10 ans, parce que c'était la première fois qu'on s'est rencontrés, c'est quand je suis venu bosser chez Ankama sur Wakfu sur le dessin animé. Ouais. Et je pense que c'était peut-être 2009-2010 ou 2010-2011, à un an près, je pense que c'était ça. Donc ça fait au moins 10 ans qu'on se connaît, ouais. Ouais, moi je sais qu'au tout début, Simon, quand je l'avais rencontré, j'étais dans une période un peu galère parce que je devais bosser l'arc 3, le tome 3 de Mutafukaz. Et à côté de ça, il y avait un projet de catch qui se montait en Kama, mais qui était où il fallait bosser avec les mecs, il fallait créer des costumes, il fallait aller les enregistrer, c'était au sous-sol et tout, je sais pas si tu te souviens. Ouais. C'était une grosse galère et moi j'avais en plus le film qui commençait, donc il y avait énormément de choses à faire en même temps et du coup j'avais demandé déjà à l'époque à Simon un petit coup de main
parce que moi j'étais pas toujours super à l'aise dans le story, et tu sais quand tu fais le storyboard d'une BD t'as besoin d'être ultra focus là-dessus, et quand t'es dérangé en permanence, tu vois, et que tu t'es sur 50 projets à la fois, à un moment donné je me suis dit putain, je vais pas m'en sortir. Et comme lui, il avait un bon feeling et qu'il m'avait dit qu'il avait connu Mutafukaz quand il était jeune et tout, je me suis dit, bah tiens, est-ce que c'est tout petit, quand j'étais enfant, en fait. Quand il était enfant, je lui ai dit, ça te dirait de me donner un petit coup de main. Donc, il m'aidait à faire un petit peu de storyboard à ce moment-là, pendant une petite période. Et puis, c'est comme ça que progressivement, on s'est rencontrés sur le plan graphique, je dirais, même narratif. Et puis ensuite, tu m'avais présenté avec Mojojo un projet pour Doggy Bags. Ça a été bien après. Hein. Ça a été peut-être 5-6 ans après. J'ai aucune notion du temps. Moi, voilà. C'est un peu mon truc. Mais, parce que tu sais même pas quel âge ont tes projets, enfin tes BD. Donc, mais je sais même pas quelle année on est. Donc, tu vois, c'est compliqué. Ouais. Mais ça, c'est un peu commun pour beaucoup de gens aussi. C'est l'année 2 du Covid. Comment sur ça? C'est ça, ouais. Donc donc il y a eu ces premières collaborations donc sur Doggy Bags qui vous ont permis du coup de vous fédérer alors d'un point de vue artistique, narratif. Oui, mais je pense que déjà avant en fait on était un peu raccord sur les univers. Moi Muta, j'ai découvert ça donc j'étais plus jeune et j'ai toujours en tête la couve du numéro 1 dans la librairie que je fréquentais à l'époque, Ikoku à Montpellier quoi. Et on avait et ensuite donc de connaître la BD puis ensuite de partir bosser chez Ankama et de se dire en fait moi j'étais parti pour j'ai passé mon entretien pour le Ankama Animation et en fait je me suis dit ça se trouve j'aurais pas le job, mais j'ai monté avec mes pages ou les tafs que j'ai fait, puis je vais un peu mettre le pied dans la porte, aller voir Ron en même temps, et donc c'est là en fait que moi je suis allé le voir, je lui ai montré mon taf et tout, et ensuite on s'est il est venu me voir, on a bossé sur le tome 3. Et je pense que même avant, enfin en tout cas à partir de cette période-là, on était déjà, je pense qu'on a beaucoup de références communes. Graphiquement, on s'entend. C'est comme tu disais quoi. C'était la rencontre, même la narration, ce qu'on a envie de raconter, les sujets, les thèmes abordés. Je pense qu'on est assez raccord sur pas mal de points quoi. Avec des différences, évidemment. Mais j'allais dire, tous les deux très imprégnés de pop culture, mais chacun aussi, peut-être la différence d'âge faisant, l'air de rien, tu vois, chacun dans son registre, en fait, si tu veux. Ouais. Donc, il y a plein de points sur lesquels on se retrouve, pas forcément toujours les mêmes rêves, mais en tout cas, une envie commune de faire des choses relatives finalement au divertissement et au côté pop culture dans le sens le plus cool et noble malgré tout. Ouais. Et puis l'envie de faire les choses en fait, de faire des trucs quoi, d'aller au bout des projets. De bouger et puis de peut-être d'une certaine manière, je dirais si pas d'innover, en tout cas de proposer des choses nouvelles quoi. Et alors ce qui vous a réuni pour Mutafukaz 1886, vous êtes déjà plus à le dire en interview, c'est que ça vient de partie du jeu Red Dead Redemption en ligne. Et moi, j'ai quand même envie de me dire, certes, puisque c'est un remake western de Mutafukaz, mais alors comment on passe d'un délire où on se dit, voilà, on joue à RDR online, on se dit, ce serait cool de faire du Mutafukaz dans un western. Comment on passe de l'idée proposée au fil d'une partie de jeu vidéo à la concrétisation? En fait, c'est-à-dire à quel moment ça devient réellement plus qu'une simple blague pour vous, et et comment on concrétise ça? Parce que maintenant, on a une BD entre les mains et il y a 4 autres numéros qui arrivent. Je t'avoue que même moi, tout à l'heure... Même moi tout à l'heure, j'étais dans la librairie et quand je matais le coffret, je me disais, ça y est, on y est quoi, tu vois. Parce que pendant un moment, nous on bossait en sous-marin, c'était vraiment le projet secret, on devait pas en parler, on devait rien faire filtrer, tu vois. Et c'est vrai que comment on passe d'une idée sur un jeu en ligne qu'on balance comme ça au débeauté à un projet concret, je t'avoue que on se pose encore la question parfois. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour tout dire, voilà, nous on jouait à Red Dead Redemption, tu vois, comme de manière extrêmement classique, hein, tu vois. Et puis au fur et à mesure, des fois, pendant qu'on parle, donc c'est online, on a le micro, machin, puis on se dit où est-ce que t'en es, qu'est-ce que tu fais toi en ce moment, comment ça se passe, tu vois, chez Game Bakers, etc., etc. Et puis là, pendant qu'on jouait, à un moment donné, on se disait, t'imagines, ça serait vraiment super marrant. On reparlait en fait de projets, puis je disais, puis d'un coup comme ça, c'est venu, ça serait marrant. Imagine Mutafukaz, tu vois, dans le western, dans l'Ouest sauvage et tout. Et puis au fur et à mesure, c'est tout, tu vois, ça part un peu comme une blague.
Et puis, moi, je sais pas pourquoi je reste sur l'idée. Et puis, lui, il continue. Ah ouais, t'imagines, Angelino, Vince, ça serait des losers. Mais ça serait quoi des losers en 1886? Ouais, ça pourrait être des chercheurs d'or 40 ans après la ruée vers l'or. Ah ouais, tiens, bonne idée. Ouais, ça serait marrant et tout. Puis en fait, au fur et à mesure, ce qui démarrait comme un peu une blague, normalement, quand tu fais ce genre de truc, à un moment donné, t'as le mec en face qui te dit ouais, mais bon, voilà, c'est tout, stop. Enfin, tu vois, c'était rigolo, mais ça suffit. Ouais, Voilà. t'en as beaucoup des projets que t'as commencé comme ça, tu vois, ou des idées et tout que t'as partagé avec des potes. Et puis voilà, finalement, l'idée elle te reste pas en tête et tu passes à autre chose. Oui. Mais là, je pense qu'une des différences, c'est qu'effectivement, ça nous est resté en fait. Ouais, et puis lui, il disait vas-y, je suis chaud. Moi, bon, vas-y, je suis chaud. Je me dis, est-ce qu'il serait vraiment chaud dans le temps? Parce qu'entre l'idée comme ça, puis ensuite mettre le projet en forme, il y a quand même une différence. Et puis, en règle générale, ce genre d'idée, tu te dis, déjà, si elle tient la nuit, c'est déjà pas mal, quoi. Ouais. Et puis là, plusieurs jours, plusieurs semaines après, on s'en reparlait encore dans Red Dead, tu vois. On se branche sur Red Dead pour faire une partie. Et puis, ouais, t'es toujours chaud sur le truc parce que j'ai pensé à une idée qui pourrait être sympa. Regarde, Bruce Maccabee, ça pourrait être machin et tout. Et en fait, on se rendait compte que l'idée restait. Puis en plus de rester, elle était cohérente. Elle était vraiment cohérente. Donc, à un moment donné, on s'est juste dit, bon, maintenant, ok, vas-y, on se met au boulot, quoi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une impulsion, en fait. T'avais pas forcément un projet absolu de vouloir faire revenir Vince Angelino dans un contexte différent. Mais moi, tu sais quoi, c'est toute ma vie, ça. C'est-à-dire que ça part d'une impulsion comme ça, limite, je parle avant de penser. Tu sais, j'ai une intuition, comme par exemple, Puta Madre, ça a été ça, Loba Loca, ça a été pareil. Et puis ensuite, ça se concrétise au fur et à mesure, surtout si j'ai l'interlocuteur en face qui me dit pas arrête tes conneries, tu vois. T'osais pas lui dire, c'est ça? Ouais, en fait, je pensais partie de là, quoi. J'étais là, ouais, si, c'est cool, vas-y, on joue quand même, là. Et il va être tranquille. Ouais, ça serait bien, ouais, t'inquiète. Si, c'est t'as le mec qui te balance du bon. Tu fais merde, il est vraiment sérieux, il m'a demandé des storyboards et tout. Puis après, tu dis oui, et du coup, une fois que tu t'es engagé, t'y vas, quoi. Ouais. Une fois que t'as commencé. Il fait ses croquis, tu vois. Moi j'ai commencé à faire des recherches et tout. Là, t'es cuit quand c'est comme ça. C'est-à-dire que là, d'un coup, tu vois Vince avec un poncho. Qu'est-ce que tu veux dire? Donc tu dis, non, mais il est cool et tout. Angelino, il serait comme ça. Ouais, putain, tu lui as fait des cheveux. Ouais, ça marche bien comme ça aussi et tout. Il y avait une idée arrêtée sur le fait de choisir l'année 1886. Non, mais en plus, c'était pas 1886 à la base. En fait, il y avait une période. On visait une période vraiment de l'histoire qui était intéressante parce que charnière, parce que plein de thèmes. Sur la naissance des États-Unis, sur des comportements sociaux qui existent encore aujourd'hui. Et je crois que même, c'est ce qu'on disait, je crois que c'était 96 déjà au début. Ouais. Et puis en fait, donc ensuite, Run a commencé ses recherches. On a commencé des recherches et sur le contexte historique. Je disais, c'est trop tard. Ouais. 1896, c'est trop tard. Tout est déjà passé, tu vois, tous les trucs intéressants et tout. Et puis je me suis dit, tiens. Quand tu parles de trucs intéressants, tu penses à quoi particulièrement Des éléments clés, si tu veux. Pour moi, ce qui était intéressant, c'était d'évoquer la fin de l'Ouest sauvage et le début du capitalisme galopant, quoi. Et en 1896, on est déjà trop dedans, si tu veux. Ouais. Et là, 1886, déjà, c'est con, mais t'as la création de Coca-Cola. Ouais. Tu parlais de capitalisme galopant, mais c'est vrai que c'est juste ça, l'apparition de cette boisson. C'est super symbolique. Donc voilà, ça débarque. T'as la fin de la révolte Apache avec l'arrestation de Geronimo. Okay. Donc là, tu sens qu'il se passe un truc. Tu vois, dans l'histoire des États-Unis, tu sens que... Alors, évidemment, c'est pas l'année 1886 qui est important, c'est toute une période charnière, mais on s'est retrouvé là-dessus, on s'était dit, vas-y, on prend l'année et puis on développe à partir de cette année. Alors justement, ces recherches, ça s'est fait comment? C'est beaucoup de bouquins, de consultations d'archives, de sites, ou des films d'époque. Ça a été un peu les recherches à la fois pour bâtir l'univers visuellement, mais aussi pour bâtir l'univers dans sa structure et se replacer aussi parce que quand tu es dans un contexte historique, il faut justement que tu te ramènes aussi à ce qui s'est réellement passé. Sinon, ça n'a pas forcément d'intérêt. À tout. Hein. Ouais. Effectivement, ça va être. On va pas lister toutes les sources, mais beaucoup de westerns, moi je sais que mon père m'a fait manger les blueberries quand j'étais gamin, donc c'est pas très comestible quand même. J'ai encore des traces. Bah ouais, c'est pour ça que j'ai encore des traces. Si tu veux des trucs, j'ai pas tout digéré, quoi. Mais ensuite graphiquement très vite. Moi quand on en parlait, en fait, déjà quand on en parlait dans Red Dead, moi j'avais en tête
bah ouais, Vince faut qu'il ait un petit poncho et les deux des chapeaux et puis Lino qui s'habille en petit cow-boy, qui fasse le cow-boy, mais en fait il a un étui à couteau, il a même pas de couteau dedans. Tu vois, c'est des détails en fait qui étaient fixés très tôt. En tout cas pour les personnages. Ensuite pour les décors, pour les environnements, pour la scénographie, pour les recherches de visuels, de contexte. Trop de choses en fait, trop de choses pour les lister quoi. Ouais, t'as un choix, puis après même c'est vrai que même en fait pragmatiquement tu pourrais limite te contenter de Red Dead qui est quand même aussi déjà super inspirant dans sa modélisation des différents paysages américains. Et c'est pour ça qu'on faisait nos réunions de travail parfois dans le jeu. C'est-à-dire que des fois, avant d'attaquer une scène ou un chapitre, ou moi même avant d'attaquer l'écriture, j'avais besoin aussi de savoir si Simon, qu'est-ce qu'il avait envie de dessiner. Moi je bosse aussi comme ça, c'est-à-dire que qu'est-ce que le mec en face a envie de dessiner, puis ensuite j'essaye de relier les points entre là où je veux aller, ce qu'on peut raconter et ce que le mec a envie de dessiner. Et c'est vrai que quand tu es en train de faire tes réunions dans Red Dead Redemption, c'est con, mais c'est autre chose que d'être sur Zoom ou sur Skype, tu vois. Tu es déjà immergé dans un délire. Donc ça faisait naître plus facilement, je trouve, des envies, des idées et des trucs comme ça. Ouais, on était en fait t'es plongé dans ton contexte, donc sans aller reprendre parce que on va pas faire on fait pas du réaliste, on fait pas ce genre de choses, mais par contre t'as des ambiances, des atmosphères, des lieux si tu veux où ah ouais, ça c'est bien poussiéreux, c'est bien désaturé, ou c'est bien jaune, tu vois. Nous donc Rios Rosas, bah ouais, cette rue là, tu vois, ou cette ambiance là un peu cramée, ouais, il faut qu'on parte sur ça et d'être c'est ça, d'être en plein Far West, en fait, ça aide quand t'écris. Ouais, c'est ça. Puis après, on se renvoyait des références. Mate tel film, mate tel autre film. Ouais. Après, quand t'es venu aussi chez moi, on a maté Bonanza, là, une série de cow-boys des années 60. Parce que Mutafukaz, c'est aussi, la série originale, c'est jouer avec les clichés. Ouais. C'est à la fois authentique dans le sens où c'est renseigné, on n'est pas là en train de faire... on essaye du moins de ne pas faire d'appropriation culturelle complètement décorrélée d'une forme de réalité, mais en même temps, on joue aussi avec les clichés. C'est ça, moi aussi, mon kiff. Et du coup, fatalement, quand on se met à faire du western, du Mutafukaz western... Qui est très codifié déjà. Donc voilà, qui est déjà très codifié. On veut à la fois relier avec l'historique, donc peut-être même amener des choses qui n'ont pas été traitées dans ce genre de production, mais à la fois aussi remater les classiques, parfois pour s'en rapprocher, parfois pour s'en détacher. Et puis aussi, cette année, cette époque d'or, je dirais, presque du sitcom de cow-boy, qui était les années 60, où tu avais des séries comme Bonanza et tout. Donc on s'est dit, vas-y, on se mate des épisodes de Bonanza, ne serait-ce que pour la culture générale, mais aussi pour s'imprégner de ce côté un peu cow-boy d'opérette, de voir un petit peu comment c'était traité, comment les personnages étaient traités, les thématiques racistes aussi qui étaient déjà traitées dans les années 60, comment ils les traitaient à l'époque, etc. etc. Parce que là, tu as notamment cet aspect-là sur le fait qu'Angelo est appelé Negrito à plusieurs reprises. Donc, il y a, en plus, notamment après on va dire les années qu'on a vécues, enfin, ce qu'on a pu voir en France et aux États-Unis, qu'il y a une question du racisme à évoquer aussi dans cette bande dessinée. C'est chose qui n'est pas fait d'ailleurs dans Mutafukaz, la série originelle, où à aucun moment on évoque le fait qu'il serait potentiellement afro-américain. Même moi, des fois, je sais que sur le film, aux États-Unis, il y a beaucoup de la communauté afro-américaine s'en empare quasiment. Et puis, là, je sens qu'il y a quelque chose qui m'a échappé, si tu veux. Je me suis... Et du coup, ça m'a fait prendre conscience que, mais alors, si dans ce cas-là, en 1886, le mec, il serait certainement perçu comme un esclave affranchi, tu vois, ou en tout cas comme un descendant d'esclave. Donc, même sans en rajouter des caisses, parce que c'est pas le but non plus. Le but, c'est quand même de rester fun et de faire du divertissement, mais on ne peut pas faire semblant que ça n'existe pas. Et encore une fois, pour moi, c'est le péché originel des États-Unis, qu'il s'agisse du génocide amérindien ou de l'esclavagisme. C'est pour moi, si tu parles du début de cette nation, c'est des sujets, fatalement, tu es obligé de les traiter, même en filigrane. Tu peux pas faire comme si ça n'existait pas. Voilà. Et que ça même encore une fois, comme je répète, même en filigrane. C'est pas forcément... On va pas, assommer les gens avec ce truc-là. Je veux dire, tout le monde est au courant.
mais on est obligé quand même de le traiter d'une certaine façon, quoi. Puis il y a même d'autres choses sur le contexte un petit peu d'époque qui sont un peu plus légers, mais et amusants à traiter aussi, peut-être d'avoir un certain recul sur la façon dont vous percevez les States et aussi ce que vous percevez un peu de ce que c'était à l'époque. Je pense notamment au fait que la cocaïne était vraiment présente dans les boissons, que le tabac, voilà, c'est censé être bon pour la santé, ça prévient de la tuberculose, comment on joue un petit peu avec ces choses-là, tu les dissémines par petites touches. Oui, c'est vraiment, ça reste discret, tu vois. Ouais, et puis c'est important aussi, c'est des points d'attache en fait. C'est des petits détails qui concrétisent en fait vraiment la période qu'on est en train de traiter. Je sais que moi, même sur Doggy Bags ou sur Muta, souvent il y a des détails qui me frappent dans les récits. Je pourrais pas te donner d'exemple là précisément parce que c'est la fatigue. Oui, il y a pas de souci. mais et même en dehors de ça, moi, c'est quand il y a des petits détails dans les histoires. Très souvent, quand je lis des histoires et que j'accroche, c'est parce que t'as quelques détails qui te recontextualisent en fait. Et c'est ça le coca, la cigarette et d'autres choses peut-être qu'on verra par la suite sont là pour incarner le récit, quoi. Et créer le décalage et recontextualiser une façon de penser qui nous est aujourd'hui étrangère, tu vois. Moi, c'est ça que je trouve intéressant aussi là-dedans, quoi. Quand tu dis, ouais, on peut manger des fruits en conserve, c'est ça le progrès, c'est ça la civilisation. Ouais, c'est ça. C'est tellement désuet. Et en même temps, quand tu te remets dans l'époque, tu te dis, mais ouais, les fruits en conserve, c'est un truc de taré. Nous, maintenant, c'est notre quotidien. Mais quand tu te remets dans le contexte historique de l'époque, pour le peu que tu aies déjà voyagé aux États-Unis et que tu t'es retrouvé dans le fin fond de l'Arizona ou ce que toi t'as fait, toi t'es allé aux États-Unis. Ouais, mais moi voilà, c'est un pays que j'adore et qui m'énerve en même temps en fait. C'est les deux, tu vois. Mais tu vois, quand tu te retrouves là-bas, mais il y a tellement de choses que tu comprends. Tu te dis, tu sais, autant quand des fois t'es en France ou quoi et tu parles du second amendement, tu dis, mais ils sont fous les Américains. Mais après, d'un coup, quand tu te retrouves face à un élan, tu vois, tu te dis, ouais, t'es content en fait. Un animal de la nature et que t'es paumé dans la pampa parce que t'as une petite maison et puis t'as pas de voisins autour et tout. Enfin, je veux dire, et après, tu remets ça en 1886, mais le délire. Et l'émancipation par les armes, je peux comprendre dans ce contexte-là. Tout comme des fruits au sirop dans une boîte de conserve. Quand tu es dans un pays quasi désertique, mais quel progrès, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est ça aussi qui nous amusait de mettre en parallèle dans le décalage qu'on peut avoir actuellement, et puis pour recontextualiser tout ça, quoi. Puis j'imagine que de ton côté, il n'y a pas de souci forcément à laisser aussi tes personnages voguer sous le trait d'un autre dessinateur, puisque tu as déjà fait de toute façon les spin-offs et ça, donc c'était assez naturel. Et puis même le film. Oui, et le film aussi, effectivement. Mais je veux dire, tu l'encadrais quand même un petit peu. Sur le design. Ouais, tu l'as grondé si c'est pas jamais. Non. On s'échange des idées. Par exemple, à un moment donné, je sais qu'il y avait un personnage où je disais, il fait pas assez riche. Je sais pas si tu te souviens. Ouais, bien sûr. Et du coup, pour se mettre d'accord, justement, c'est en regardant Bonanza, je disais, regarde comment il est représenté, le riche. Ouais, avec ses vêtements rayés, sa petite, c'est ça. Et ce, entre guillemets, c'est la façon dont dans la série le riche était représenté. J'ai dit, tu vois, c'est ça. Regarde les codes. Mais moi-même, si tu veux, avant de le mettre sur Bonanza, juste lui dire, je le sens pas trop. Voilà, c'est tout. Et en fait, on a repris le design du personnage quasiment identique. Mais c'est pas tellement, c'est ça, c'est sur. Et c'est ce qui est important, c'est sur la compréhension, quoi. Il faut que quand on voit le personnage, on sache. Là, l'exemple, on sache qu'il est riche. Peu importe ensuite le design qu'il y a derrière, parce que moi, comme je disais tout à l'heure, je pense que les premières phases de recherche, ça a été les personnages de Vincelino qui me sont venus très vite. Aussi parce que moi, c'est un univers dans lequel, moi, je me sens hyper à l'aise, quoi. Je m'identifie beaucoup à ces créations-là. Mais même sur le reste, il y a des scènes, avant même l'histoire, moi, il y a des scènes que j'avais déjà dessinées et que j'ai placées dans les chapitres. Donc, non, moi, là, j'avais une liberté en tout cas sur tout l'aspect visuel et au contraire c'est super que ensuite quand il y a des trucs qui sont pas clairs d'avoir Ron tu vois derrière qui disent ah ben non là ce serait plus explicite si tu fais ça, que ce soit dans la narration, dans les personnages. C'est une super école, quoi. J'ai fait 60 pages de BD avant, il en a fait beaucoup plus, c'est vachement bien en fait.
Voilà. Et puis encore une fois l'échange, c'est ça qui est super chouette. Ouais, puis c'est le plus important dans la relation de travail. Ouais, puis en plus quand tu vas chercher Simon, tu vois, on décide de créer ce truc là ensemble. C'est pas après pour lui dire ouais, mais par contre faut que tu respectes tel ou tel truc. Moi je sais aussi que lui il va apporter une touche, mais moi des fois je te le dis, des fois sur Skype, des fois je dis ah putain je peux pas dire que je suis jaloux parce que c'est pas le bon mot, mais des fois j'ai dit ah putain fais chier, j'ai l'impression que t'as une patate que j'ai perdue, ou tu vois, et je suis aussi admiratif de ce qu'il propose. Donc c'est ça aussi le truc qui est intéressant, c'est que on est dans une émulation, c'est-à-dire que moi je peux le pousser vers la narration à être un peu plus pointu, puis vas-y mais non mais mets plus d'enjeux là dans la case machin et tout, et puis lui à côté de ça il va me pousser dans le truc où graphiquement je me dis putain il envoie bien le boulet, tu vois, ça motive en fait, ça nous motive l'un et l'autre. Mais moi en fait je pourrais pas bosser, je pense, avec des gens que j'admire pas en vérité. Tu vois, il y a vraiment ce côté comme ça de... Je vais poser le micro. Moi, je voulais un peu de drama et tout ça, et puis j'ai que de la bienveillance. Moi, je peux te faire du drama. C'est un peu coupé. mais c'est la vérité, en fait. C'est la vérité. Donc, voilà. Voilà, c'est pas un discours corpo à travailler en amont. Non, pas du tout. Et quand ça va pas, on se le dit en plus. Donc, ouais. Non, mais c'est ça qui est chouette, c'est que c'est ça. Sur les pages, il y a de l'échange, puis c'est pareil. Donc... même sur l'arc 2 de Muta, voilà, il me montre des trucs et tout, il me pose des questions. Des fois, je peux donner un avis de fanboy qui regarde les pages et qui fait putain, ça va être mortel, ça va être vraiment trop bien. Il me dit, tu crois que là? Je fais ouais, non, t'inquiète, vas-y, fonce. Et c'est super chouette en fait, comme relation de travail, c'est vraiment très cool, quoi. C'est vraiment très très cool. Même si ça se fait souvent très tard le soir, on est claqué et tout, mais non, c'est chouette. Parfois un peu dans la douleur, mais faut un peu plus les relectures de dialogue, de scénar et tout. Tu participes aussi à l'écriture un petit peu dans ce cas-là, alors c'est ce que tu disais quand tu le pousses un peu vers la scénario. Ouais, c'est un grand mot, mais ouais, c'est ça. Que ce soit lui à l'écriture, moi quand je fais mes pages ou mes boards, il y a forcément des retours où on relie à deux, où on fait du ping-pong, parce qu'encore une fois, le but, c'est notre projet. Tu vois, c'est vraiment on est une équipe là-dessus et on fait tout pour le projet, quoi. Peu importe, tu vois, il faut pas être marié à ses idées, faut pas, c'est comme tu disais, quoi. Tu laisses l'ego de côté et le but, c'est de faire le meilleur, le meilleur truc, quoi. Mais même moi, c'est-à-dire qu'entre mon premier jet et puis le truc final, des fois, j'écris le truc, je me dis ah attends, c'est moyen, c'est pas terrible, bon c'est pas grave, l'idée est là, on reviendra dessus après, puis ensuite on revient dessus. Moi je me dis ah tiens, c'est vrai que j'imaginais pas la scène comme ça. Bon bah c'est pas grave, dans ce cas-là je change les dials, et tu vois ça se tricote au fur et à mesure, et toujours encore une fois pour le pour le meilleur. L'idée c'est de se dire il faut que ça soit cohérent et il faut absolument que qu'on mette les égos de côté et que au final on soit content du projet sorti, quoi. Peu importe si on a laissé tomber l'idée en route, c'est pas la tienne, c'est pas mon design, c'est pas ton idée, enfin tu vois, ça peut arriver des fois dans des couples scénaristes et dessinateurs. Ouais. Voilà, pour le coup ça n'est jamais arrivé, quoi. D'accord. Sur la question un peu du remake, parce que d'un coup vous refaites un peu le premier arc de Mutafuka, justement, c'est à quel moment vous avez tout de suite décidé de vous limiter à une seule partie de l'histoire, parce que bien entendu j'avais dit que c'était trop déjà pas possible par rapport à ce qui se passe dans Mutafuka, mais voilà, comment on se délimite un peu, qu'est-ce qu'on va réinventer. Et la seconde question, c'est aussi où se situe pour vous l'équilibre du coup entre la référence pour notamment les nouveaux enfin les lecteurs d'ancienne date qui vont reconnaître un peu ce que vous réinventez, et aussi le fait de pas non plus être complètement dans le décalque et dans la répétition, parce que sinon ceux-là vont risque de se faire chier. Ouais, tu sais, je crois que les gens maintenant ils sont habitués, tu vois, avec tous les films Spider-Man, t'as des origin story. Tu vois, c'est toujours la même. Je veux dire, le mec se fait, tu vois, mordre par une araignée radioactive, mais le contexte est différent. Ça se passe peut-être à des âges différents, etc., etc. Moi, Mutafuka, ça fait maintenant 15 ans que je connais l'histoire. J'ai déjà fait une relecture dans le cadre du film. Donc, c'est facile de faire une relecture en se disant, on transpose, tu vois, l'univers en 1886. Après, l'idée là, c'est de se dire quels éléments forts on garde de manière à faire le clin d'œil à ceux qui connaissent déjà, et puis comment on va les surprendre aussi.
Il y a des fois, les gens s'attendent à ce que ça prenne le même chemin, ça va prendre un chemin détourné. Parfois, les gens seront surpris de se dire « Ah, excellent, je reconnais la scène », mais alors le contexte est tellement différent que ça crée un décalage intéressant. Et puis, et puis voilà, quoi. Et puis, c'est aussi introduire... alors, parce qu'évidemment, on est limité, on a 5 chapitres, on a 160 pages par rapport aux 4-5 tomes de Muta. Donc, il faut couper. Évidemment, il faut couper... Mais comme tu disais, je pense que déjà la relecture pour le film a dû aider. Et là, ça me paraît pas... Bon, moi, je les ai évidemment beaucoup lus avant de bosser sur le projet, je les connais bien. Et tu vois, les éléments importants sautent très vite aux yeux, quoi. Tu sais. Et puis on sait où on va, en fait, aussi. On connaît la fin, on sait ce qu'on va raconter, on sait les thèmes aussi qu'on veut aborder, qui sont pas forcément abordés dans l'arc 1. Donc on voit à peu près les éléments qu'on va devoir introduire et les personnages qu'on va prendre et tordre pour arriver à les faire rentrer, si tu veux, dans ces thématiques là qui vont être des clés pour raconter l'histoire. C'est un bon exercice sans que ce soit un copier-coller, en fait. Ouais, non, pour moi c'est un projet totalement différent. Ouais, c'est ça le pire, quoi. C'est que de toute façon, dans tous les... On peut même pas parler d'un spin-off là, en fait. C'est on va dire même pas un reboot, c'est une relecture, tu vois. Et mais même de toute façon, parce que le vrai remake, ce serait refaire la même chose, mais juste avec par exemple un autre artiste, mais c'est pas du tout. C'est pas ça. Tu vois, c'est pas ça non plus. Principe, je sais même pas comment ça s'appelle en fait ce qu'on fait. Mais en tout cas, un Elseworld dans le langage des comics, c'est de l'Elseworld. Ah, ok, c'est ça. Mais en reprenant quand même les éléments, je veux dire la trame narrative. Oui, parce que t'as la scène de la fille avec le bus qui devient du coup avec la diligence. On retrouve des hommes en noir, mais là c'est des chasseurs de primes. Donc t'as des éléments très iconiques de Muta, mais qui sont réinterprétés de façon différente. Non, on est vraiment dans de l'Elseworld, si on veut le jargon technique. Donc ça s'appelle comme ça. Mais moi, je veille toujours, que ce soit au travers de ce projet ou des autres spin-offs, ou des spin-offs tout court, c'est de veiller à ce que n'importe quel lecteur qui débarque là-dedans puisse prendre le train en route, ne pas être largué. C'est-à-dire quelqu'un qui ne connaît absolument rien de Mutafukaz. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait des gens qui découvrent Mutafukaz à travers Mutafukaz 1886. Ouais. Et c'est tout à fait possible. Personne ne va être largué, en fait. Ceux qui connaissent, ils vont avoir des éléments de référence et vont se dire « Ah, vraiment sympa le clin d'œil ». Ceux qui connaissent pas, ils vont prendre l'histoire comme elle est, et puis ils seront à aucun moment, ils vont se demander ce qui se passe ou être largués, tu vois. Je fais toujours gaffe à ce que tout soit compréhensible par tout le monde, en fait. Et sur le point de vue du découpage, ce que tu l'abordais avec le nombre de chapitres limités que tu as, comment vous réfléchissez un petit peu à qu'est-ce qu'on va mettre, qu'est-ce qui est important de faire figurer dès le départ aussi, et comment on ménage un petit peu le rythme, c'est la gestion du rythme narratif, comment vous l'avez travaillé? Ouais, en fait, donc on s'est dit, on savait à peu près où on allait, qu'au bout de 5 chapitres, on voulait terminer comme ça, on voulait raconter ça. Ensuite, il me semble que on s'est dit, par chapitre, on va en gros aborder une thématique, ce qui est plus ou moins fluctuant parce qu'il y en a qui se chevauchent sur les chapitres, il y en a qui sont qui se suivent sur toute l'histoire. Donc ça a délimité, en fait. Ça a assez délimité les chapitres. Les fascicules permettent ça, hein. C'est ça aussi ce qui est bien. Parce que aussi, t'as un temps de lecture et t'as une ellipse, t'as un mois en fait entre la sortie de chaque bouquin. Donc tu peux te permettre d'avoir des thèmes un peu séparés abordés dans ces chapitres-là. Et ensuite, sur l'écriture, on sait le début et à peu près la fin du chapitre, on sait ce qu'on veut raconter dedans. Et donc on rentre ensuite dans le détail de chaque chapitre. Ouais, puis moi je me laisse toujours une forme d'improvisation pendant l'écriture. C'est-à-dire que quand je sais plus ou moins ce qu'on doit raconter, on se met d'accord, on en a parlé pendant les Red Dead, machin et tout, même si globalement je sais où je fous les pieds, hein, mais c'est toujours dans l'optique de partager, tu vois, de savoir aussi lui ce qui le motive, parce que c'est pas le tout d'arriver avec un scénar en disant il va se passer ça, puis les dessinateurs, c'est pas un travail de commande, si tu veux. C'est vraiment un travail, c'est un travail de collaboration. Donc, et à partir de ce moment-là, moi, après, quand je me mets à écrire, je m'accorde aussi une forme d'impro. C'est-à-dire que des fois, je dis ça et les gens peuvent regarder ça bizarrement, mais les personnages m'appartiennent plus vraiment. C'est-à-dire que quand j'écris, ils commencent à agir d'eux-mêmes, les persos. Tu vois, par exemple, quand on les fout dans la salle de bain, les scènes arrivent d'elles-mêmes sans que j'ai... En fait, si tu veux, on pose le décor, on met les personnages dedans, et puis après, je regarde presque ce qui se passe, tu vois. Et je le décris.
Et c'est comme ça qu'on bosse. Et puis ensuite, moi, je lui envoie le premier script. Lui fait le story. Ensuite, on revoit le story ensemble. Ensuite, c'est classique. Hein. Ensuite, il commence. Moi, il me renvoie tout. Je relis avec un peu de recul. Je rebosse certains dialogues. Ouais, tu laisses un peu reposer parfois. Genre, tu dessines, tu laisses 3 jours de côté, puis tu reviens dessus et tu vois. Non. C'est pas la bonne façon de faire. Non, en fait, si, je sais pas. Je sais pas si c'est la mienne, mais disons quand même, il y a beaucoup à produire et le temps, évidemment, est limité. Donc, moi, j'essaie d'être le plus efficace possible. Souvent, dès qu'il y a un moment, je passe sur une couve ou je passe je prépare une colo de pages qui ont déjà été faites. Mais il y a encore une fois dans l'échange, c'est par exemple, je commence, j'ai fait l'ancrage, on est ok sur les pages, tout ça. Quand j'ai une scène de 5-6 pages qui vont être qui vont avoir une certaine colo, qui vont avoir une ambiance, j'essaie de poser ma première page et puis on check ça avec Run. C'est pas tout le temps fait comme ça, mais ça aide en fait. Tu vois, on valide, on se dit ah ouais, ça c'est cool et tout, ça aide bien. Et ensuite, on déroule pour toute la scène. Ouais. D'accord. Et puis toujours sur cette question un petit peu de rythme, et ce que tu mentionnes et qui est vachement intéressant à souligner aussi, c'est que voilà, c'est par chapitre, c'est aussi il y a un rythme de sortie, cette façon de procéder de façon feuilletonnante aussi à laquelle il faut réfléchir. Et en même temps, tu dis aussi que faut également penser à ceux qui attendront peut-être que tout soit sorti pour tout lire d'un coup. Ou alors qui attendront l'album. Et là-dessus aussi, j'imagine que vous réfléchissez à la façon de faire pour à la fois attirer les gens qui veulent revenir chaque mois quand on va sortir, et puis se dire que faut aussi satisfaire ceux qui... Enfin, faut pas que ça se sente trop, notamment si tu veux mettre des ellipses par contre, tu vois, faut pas que quand tu lis dans l'album, tu dises ah ouais, ça clairement ça a été pensé pour être du mensuel. C'est sûr, même si on favorise de toute façon le chapitrage tel qu'il est pensé initialement. Mais évidemment, je fais toujours gaffe aussi à ce que ce soit pas indigeste une fois que ça arrive en intégrale, tu vois. Mais oui, c'est des choses auxquelles on pense. Mais encore une fois, c'est aussi, je pense, la bouteille qui fait que c'est du domaine de l'intuitif, tu vois. Moi, c'est pareil quand j'écris le script et puis après que je relis le story et que ensuite les planches arrivent. Parfois, d'instinct, je me dis, comme on n'a que 32 pages, je me dis peut-être il faudrait redensifier un peu là. Donc je rajoute un peu de dial. Des fois, je me dis là, c'est peut-être un peu trop lourd et tout. Ça s'équilibre, mais tu sais, tout ça, c'est vraiment très organique comme façon de bosser, en fait. Ouais. C'est hyper malléable, ou même sur une page, tu vois, même si la colo a été faite, on a les dialogues, on va se dire, ok, là, regarde, on peut rajouter une petite case ou un insert, ou regarde, on change, on met 2 bulles, et puis ce dialogue-là, on le redensifie, ou on rajoute des détails, et puis on en enlève après. C'est une espèce de cuisine, quoi, en fait. Jusqu'au dernier moment, tu vois, tu retouches, tu modifies... c'est hyper chouette en fait, et c'est surtout quand t'arrives sur la fin d'un chapitre et que tu sais, tu fais juste les derniers réglages, machin, tiens regarde, on rajoute une petite tête de burrito ici, ou il pourrait faire ça, tu vois, pour le rendre plus expressif. Tu retouches, on se joue les dialogues à la fin, tu vois, pour être sûr que c'est assez cool. Souvent les sessions du soir où on est bien crevé, on est bien claqué, on fait les voix, des bonhommes. Mais voilà, c'est pour voir le rythme justement, et puis des fois tu te dis il manque un petit insert là pour bien temporiser ou bien pour bien marquer la réaction, tu vois, et puis c'est des choses, c'est con, mais si tu le lis pas haute voix, tu passes à côté, par exemple. Donc bon, voilà, après c'est encore une fois, ça reste du divertissement, hein, tu vois, mais on essaye de faire quand même les choses bien, et puis on est sérieux, et puis surtout garder le fun. L'idée c'est d'être sérieux, mais garder quand même le fun, tu vois. C'est quelque chose qui te semble quand même maintenant, avec l'expérience, assez facile de proposer ces projets de BD vraiment épisodiques, parce que bon, tu l'as fait sur les différents spin-offs de Muta, et puis techniquement de Geekbox aussi avait un peu cette formule anthologique qui se lit pas forcément tout d'un coup. C'est maintenant que tu fais ça depuis pas mal de temps avec 619, qu'est-ce que tu penses vraiment de ce format dans le marché global en France? Moi, pour l'écriture, je dirais que j'ai des facilités pour imaginer les trucs. En tout cas, dans ce format-là, c'est même plus facile, je trouve, d'une certaine manière. Par contre, il ne faut pas que ça soit systématique. Tu vois, moi, je ne pense pas dire d'un coup, à partir de maintenant, chaque projet qu'on va sortir sera en fascicule. Tu vois, par exemple, l'arc 2 de Mutafukaz, ça marchera pas comme ça. Parce que le projet ne s'y prête pas, tout simplement. Donc, ça dépend. C'est vraiment au coup par coup. Et puis...
Et puis voilà, après, je te dirais qu'on n'a pas forcément le recul là pour, je dirais, financièrement, je sais pas comment expliquer, mais tu vois, par rapport au business, quoi, tu vois, je suis pas sûr que ce soit la meilleure des solutions par rapport à ça, si on regarde vraiment stricto sensus. De toute façon, un peu pragmatique par les chiffres. C'est ça, combien ça coûte et combien ça rapporte, je pense que c'est pas rentable, hein, clairement. Mais tout simplement parce que parce que tu peux pas, un 32 pages, tu vas pas le vendre 15 €, fatalement, tu vois. Non. Et puis le coffret tel qu'on l'a bossé, bon, déjà la technique, tu vois, la contrainte technique, elle était énorme, mais en plus c'est pareil, tu vas pas vendre ça 15 €, donc voilà, forcément c'est pas le projet le plus rentable du siècle, mais ce qui nous intéresse, c'est l'expérience du truc, et puis voir aussi comment ça prend, et puis toujours l'idée de un peu d'innover. Enfin, encore une fois, je reprends le terme, c'est pas vraiment innover, c'est proposer des alternatives, des choses différentes, et puis des narrations un peu différentes, ouais. En termes de temps de travail, le fait de dispatcher, par exemple, là, quand on enregistre ce podcast, le numéro 1 vient de sortir, t'en es où de l'avancement? T'as déjà tout bouclé, les 5 numéros, ou pas du tout? Non. Là, on bosse sur le 4, là. Là, on est d'accord, vous avez 3 numéros d'avance quand même, histoire de pouvoir assurer, c'est comme aux États-Unis de toute façon, d'avoir ces 3 mois d'avance pour être sûr de pouvoir tout bien sortir de façon mensuelle. Donc c'est aussi quelque part, enfin peut-être mieux de pouvoir te dire aussi, je fais ma livraison de planches pour... enfin, tu dois pas travailler, par exemple, pendant 2 ans, disons, avant de pouvoir sortir un album. Et là, tu as quand même ton chapitre qui sort tous les mois. Ouais. Je sais pas si c'est... alors on a beaucoup... Ça peut être stressant. Ouais, on a... Il y a des deadlines à respecter après, j'imagine. C'est sûr. Oui. Et puis, on a bossé en sous-marin quand même pas mal. Parce que... Dans un sous-marin. Je suis très premier degré, je vous ferai. En Russie. Si, garde-la. ça. Fouetté. Non, c'était... Le fait de garder ça aussi secret, je sais que c'était cool, mais quand au bout d'un an, tu sais, t'as envie de montrer le truc, t'as envie que les gens sachent, donc il a fallu garder ça, mais c'est aussi, c'était je pense, pour le bien du projet. C'est jubilatoire aussi de te dire, tu sais, quand ils savent pas. Ils savent pas, et en même temps, c'est inquiétant aussi, parce que tu te dis, bon, nous, il y a quand même un petit chemin qui a été fait pour accepter le délire, pour se dire que c'est cohérent, mais quand on va lâcher le truc, il y a plein de gens qui vont dire, quoi, c'est Retour vers le futur, après, il faut expliquer que c'est une relecture, donc des fois, les gens se disent, mais attends, on attendait l'arc de Mutafukaz, c'est quoi ce truc-là avec des cow-boys, c'est quoi, bon, et ça aussi, c'est à la fois c'est jubilatoire en se disant, les gens vont se dire, qu'est-ce que c'est que ce bazar, et puis en même temps, on se dit, ouais, mais il y a aussi peut-être des gens qui vont nous tomber dessus en disant c'est quoi, c'est n'importe quoi, etc., etc. Mais je sais que quand on a lâché le petit, tu sais, la photo qui se dévoilait là, tu vois, nous, ça faisait déjà super longtemps qu'on savait qu'on bossait là-dessus, etc. Mais là, les gens ont découvert ce reveal avec le logo à la fin, tu vois, MFKZ. Et c'était même pas 1886 à l'époque, on avait juste mis ça, tu vois, juste avec un hashtag, Mutafukaz 1886. Et il n'y avait pas le logo, il n'y avait pas tout le... C'est ça, et puis tu vois tous les gens qui réagissent en mode mais c'est quoi, qu'est-ce que c'est? Et là tu te dis ça y est, le projet existe, le délire de Red Dead. À partir du moment où ça existe pour les autres, c'est que voilà, c'est réel, quoi. Parce que jusqu'à ce moment-là, ça restait limite le délire de Red Dead qui commençait à devenir un peu envahissant, mais ça restait ça, c'est-à-dire c'était qu'un délire entre nous deux. Et puis et même et bien sûr Blacky, etc., Guillaume Saint-Jean et tout qui étaient au courant, mais ça restait très 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 ouais, tu sais pas, t'as pas de recul en fait, personne toi t'es dans ton truc, donc tu trouves ça trop cool, mais c'est ça, c'est quoi la réaction des gens, tu vois, puis là tu balances un projet qui est ok, c'est fait. Tu vois, tu reviens plus en arrière, c'est pas, tu leur poses la question, vous trouvez ça comment? C'est pas terrible. Imagine les gens disent, putain, c'est Schlagos, c'est quoi ça? On le fait pas du coup, désolé, c'était une blague. Tu balances pas ça en 1er avril en disant, ça a pas pris, on le fait pas. Ouais, c'est ça. Mais moi, du coup, dans cette idée-là aussi, j'en parle, ça sera une exclue. Hein. Allez. Mais tu vois, le Mutafukaz, le film, la musique, on l'a bossé avec Toxic Avenger et aussi Guillaume Houzé. Tu vois, la compo. Et là, l'idée, c'est aussi de comment on va dire, de développer l'univers au travers d'une bande originale aussi. Tu vois. Et justement, moi, j'ai mis sur le coup Guillaume Houzé
pour qu'il nous développe vraiment la BO de Mutafukas 1886 en reprenant tu vois, des sonorités, des thèmes du film, mais encore une fois à la sauce, tu vois, plus western, alors, western avec des accords celtiques, tu vois, comme voilà, tu vois, des choses comme ça et tout en essayant un petit peu comme le graphisme finalement de Simon, c'est-à-dire que certes c'est le western, mais c'est moderne malgré tout, tu vois. Et là, essayer d'ajouter des nappes peut-être un peu plus modernes et tout, c'est essayer de faire une espèce de mix entre le western et puis des sonorités plus modernes, peut-être un peu plus électro, etc. On sait pas du tout où on fout les pieds là, clairement, mais c'est pas, encore une fois, comme avec Simon, je lui ai proposé ça, vas-y, il m'a dit vas-y, je suis chaud. Encore une fois, il aurait peut-être dû me dire attends, pars pas en couille. Et là, on est parti dans le délire, quoi. C'est-à-dire que là, il est en train de faire la bande originale de la BD, tu vois. Ok, ça arrive quand ça ? Ça arriverait certainement à la fin du chapitre 5. Ok, ouais. En vinyle, tu vois. Alors forcément, vinyle. un tirage limité, tu vois. Ouais. Mais qu'on mettrait à disposition sur la Motherbase. Mais ça fait partie des expériences qu'on a envie de développer avec le label 119 en ce moment. D'accord, ouais. Tu sais, des espèces de crossover entre l'audiovisuel, même le podcast, la bande originale de BD, tu vois, des choses qui n'ont pas forcément été explorées à fond jusqu'à présent, qu'on va essayer de... En fait, tout ça, c'est des expérimentations, hein, clairement, mais... Non, est-ce que tu pourras même faire imaginer du podcast narratif dans l'univers de Mutafukas 86 ouais, on en parlait hier, justement, d'ailleurs, avec l'équipe. D'accord. Mais je suis pas en train de vous griller des trucs ou tout vous en on fera les voix, on va jouer les dialogues. On va éviter, ouais. Faut incarner vos personnages, hein, les gars. Je sais pas ce que vous attendez. On pourra rien enregistrer quand on va rigoler faire toutes les 2 Burrito, je suis volontaire pour faire rien. Tu parlais un petit peu de la réaction du reveal un petit peu par rapport au public, ce qui m'amène aussi à vous parler un peu du rapport que tu as maintenant, que tu peux avoir avec ton lectorat, et notamment parce que depuis la sortie du premier Muta, en 15 ans, il y a pas mal de choses qui ont changé. Il y a notamment un truc qui s'appelle les réseaux sociaux qui ont complètement un peu changé la donne, que maintenant les artistes ont quand face à leur lectorat. Comment tu le vis? Moi, bien, j'espère en tout cas, mais pas mal en tout cas. Moi, j'ai un rapport assez particulier à mon travail, c'est-à-dire que même Mutafukas, quand je vois l'intégrale à la Fnac ou autre, colossale intégrale. Je suis extérieur au délire, si tu veux. Je vois ça comme si c'était quelqu'un d'autre qui l'avait fait, qui m'est familier, tu vois. À la limite, comme si c'était quelqu'un de ma famille. Mais je sais pas pourquoi. Ça vient peut-être aussi du film. Il y a beaucoup de gens qui se sont appropriés les personnages. Je vois plein de fanart sur les réseaux sociaux et tout. Des fois, ça part dans des trucs que je maîtrise absolument pas. Ce qui fait que, bizarrement, j'ai un rapport assez distancié du projet, mais quand il est sorti, c'est-à-dire que quand je le crée, je suis à fond dedans. Je sais que voilà, j'y mets mon cœur, mon truc et tout. Mais une fois que c'est sorti, presque, je sais pas comment expliquer, il m'appartient plus. Tu te fais un peu déposséder. Puis j'ai l'impression que c'est pas moi qui l'ai fait en fait. Je sais pas. Bon, ça c'est bizarre. Je sais pas comment te l'expliquer ce truc-là. Mais ça me fait ça depuis. Je pense qu'après c'est tout un délire de légitimité, etc. Mais du coup, sur les réseaux sociaux, je me comporte un peu comme ça aussi. Si tu veux. C'est-à-dire que je montre les choses, je suis content, j'ai une interaction qui se passe bien. En plus, les gens en général sont bienveillants à fond sur les réseaux sociaux, même quand je pars en couille sur des trucs ou quoi. Les gens comprennent que c'est un délire, machin et tout. Et moi, je suis assez proche des lecteurs. J'aime bien échanger, partager, tu vois, aider s'il y a un mec qui est en galère parce qu'il a pas reçu son truc, tu vois, ce genre de délire. Il fait tout, il fait le service après-vente. Des fois, je me dis, bon, les mecs, là, c'est plus trop mon truc, mais ouais, j'aime bien cette proximité justement avec les lecteurs, tu vois. Ouais, puis ça vous permet aussi de faire des choses comme maintenant avec les outils disponibles, de faire du live Twitch pour pouvoir accompagner en fait le lancement d'une BD dessinée en live. C'est ce qu'on a fait. Alors ça se fait de plus en plus évidemment avec les conditions actuelles sanitaires, mais voilà, moi je suis, le premier confinement m'a fait tomber dans Twitch en fait. Alors je regarde en fait, j'en fais pas mais je regarde et effectivement, que ce soit Souria,
Monsieur Box, il y a plein de Twitchers qui font des célébrations pour la sortie de leur tome, et tu communiques en direct avec les gens, c'est hyper chouette, quoi. Du coup, on a fait ça, ouais, pour la sortie du chapitre 1. On risque d'en refaire, je pense. Ouais, je pense qu'on avec des autres chapitres, peut-être avec des formules un peu différentes, mais c'est super chouette. Et encore une fois, tu montes ton travail et t'as les réactions en direct des gens, quoi. C'est hyper chouette, c'est hyper motivant, surtout qu'on est encore dans la production, donc tu vois, ça te... T'as des choses à montrer en plus en même temps, tu vois. Tu peux faire vraiment du work in progress au sens littéral. En essayant de pas trop spoiler, tu vois, la suite et tout, mais... Ah oui, là, c'est là où le héros meurt. Tu fais, merde, c'est pas cette planche que je devais montrer, putain. Son père, c'est sa mère et tout, non. Et voilà, mais moi, je trouve ça hyper chouette. Ouais, c'est hyper motivant. Et puis, nous, je parle pour nous, mais j'ai l'impression qu'on est aussi un peu comme des gosses, quoi. On veut pas trop montrer, on en montre... Tu sais, on est presque, on se met au même niveau que les gens à qui on montre les choses, si tu veux. C'est-à-dire que, ouais, c'est un côté presque enfantin, j'ai envie de dire. Et la fois dernière, on en parlait avec Blacky, mais pour déconner, je disais, finalement, faire de la BD, c'est quoi, mis à part continuer à jouer au G.I. Joe à 40 balais, tu vois. C'est pareil, en fait. Surtout qu'on a vu tes figurines qui étaient planquées dans la salle. Donc, Mais en fait, on joue, si tu veux. C'est un peu comme si tu te recrées ton monde... comme tu faisais quand tu étais gosse avec des G.I. Joe et tu te fais ton film, tu te fais ton histoire, c'est quasiment la même chose, à différence que tu dessines. Mais en fait, ouais, c'est ça, c'est un peu comme si on joue. On joue, ouais, c'est un truc très, je trouve, infantile, quoi. Alors bien sûr, maintenant on est des adultes, on essaye de jouer sérieusement. Mais ça reste ça, je trouve. Ouais, et puis moi j'étais content de jouer avec les persos de Run, quoi. Parce que ton regard aussi par rapport au fait que t'as lu d'abord, enfin t'as d'abord lu Mutafukaz et maintenant tu t'en fais partie, tu fais partie de cet univers, c'est aussi ça change ta façon d'aborder et de connaître cet univers. Oui, clairement. Et je pense que c'est un cheminement, quoi. C'est évidemment, je pense que je serais pas là si j'étais pas tombé sur la BD à l'époque, si j'étais pas fan de l'univers. Pareil, moi aussi, c'est l'espèce de fascination un peu morbide pour les États-Unis, pour la Californie, où les influences qu'on a en commun font que j'ai complètement perdu la question. Ton rapport de lecteur à acteur, en fait, de cet univers. Et oui, et si tu refais le chemin à l'envers, quand tu lis la BD et que t'as j'avais 15 ans de moins, c'était quoi j'ai quel âge? Je sais plus. On sait plus. Mais bon, peu importe. Et 15 ans plus tard, t'es là à faire un podcast en parlant du projet qui vient de sortir, Mutafukaz. C'est super chouette, quoi. Ouais, puis lui, il dit jouer avec les personnages de Ron, mais moi, c'est même pas comme ça que je le vois, encore une fois. D'accord. C'est-à-dire que pour moi, c'est même plus. Là, pour le coup, Vince Angelino en 1886, c'est plus mes personnages, c'est nos personnages, c'est même les tiens, tu vois ce que je veux dire. Moi, je suis encore là, c'est-à-dire que je participe au délire et tout, mais encore une fois, j'ai toujours cette sensation qu'ils m'appartiennent pas, en fait, tu vois. Et là, quand je faisais les dédicaces tout à l'heure à BDNet Bastille, qu'est-ce que je fais? Je dessine les personnages Mutafukaz 1886, et moi, en les faisant avec mon style, je me disais, mais tu dis c'est pas ça le projet, tu vois. Pourtant, c'est les entre guillemets vrais, les vrais personnages, mais non, d'un coup, c'est plus les vrais personnages. On dirait les personnages de la série mère déguisés, tu vois. Tandis que lui, c'est les vrais personnages de Muta 86. Donc, il y a un truc comme ça qui se crée, tu sais, une espèce de... Ils sont un peu moins vénères, un petit peu plus mignons avec les petits yeux quand ils sont contents. Ouais, c'est sûr que... Et puis, ça rend pas pareil. C'est-à-dire que moi, ça rend pas pareil. Enfin, je sais pas comment expliquer, tu vois. Ouais, mais et puis je pense que c'est l'intérêt aussi, c'est aussi du projet, c'est d'avoir... t'as une espèce de facette différente, en fait, du même personnage. Alors, évidemment, moi, j'ai le cartoon, j'adore ça, quoi. Donc, il y a des influences que je pourrais jamais gommer. Et puis, c'était pas le but, encore une fois, de refaire les persos. Enfin, on s'en fout, ils existent déjà. C'est d'apporter quelque chose d'un peu nouveau. Et puis, moi, j'ai toujours vu Angelino avec des cheveux, en fait. Donc, et la colorisation, du coup, la colorimétrie, le violet, pourquoi le fameux western violet, quand même. On a atteint le point violet. Oui. Je sais pas. La couleur, c'est pas un truc que je... Ça fait très fuchsia, très néon un peu. Ouais. Mais ce qui est bien, parce que ça permet aussi un peu de dénoter par rapport à... Mais parce que en fait, moi, j'ai une gamme colorée qui est assez limitée. Je pense que moi, c'est ce que j'aime voir et faire.
Ouais. Et du coup, ça va être très dur pour moi de faire du tout vert ou du tout vert, du tout bleu des camailleux, mais j'ai évidemment une sensibilité et peut-être qu'aussi c'est une zone de confort parce que il y a un rythme et j'ai pas non plus le temps de faire 1000 recherches sur chaque scène, si tu veux. Moi, j'ai un peu une idée en tête de la scène et on sait avec Run ce qu'on veut faire, la tension qu'on veut mettre ou au contraire que ce soit ensoleillé, chaleureux. Là, je suis sur le chapitre 4, les débuts de chapitre 4, c'est arriver à faire des choses aussi, des scènes différentes pour accrocher le lecteur, qu'on n'ait pas la même colorimétrie sur tout le projet. Mais oui, je pense que j'ai commencé. Il y a beaucoup de violet et de rose et de fluo parce que. Mais c'est un gamin des années 90. Eh oui, je suis un fluo kids quoi en fait. Alors, de ce que je crois savoir, il n'est pas 80, né en 90. 80. Non, mais donc, c'est un collectionneur de jouets des années Oui, 90. bien sûr, mes figurines Tortue Ninja, toutes fluo, bien sûr. Moi, j'ai C'est ça, D'accord, ouais. avec Ouais, je sais plus comment ils s'appellent, les sangliers roses et tout là. De Ah Tortue Ninja, là. ouais. Bebop et Voilà, Rocksteady. voilà les ravages de Ouais. ce genre de production. Avec la gouaille un peu, allez, sortez vos enfants de là. C'est que ça a des vraies conséquences après. Je pense aussi qu'il y a l'influence d'autres projets sur lesquels je bosse qui sont pas BD. Ouais, je pense. Oui, tu mentionnais le jeu vidéo, tu Fury, mentionnais l'animation. Fury, le jeu de... Ouais, ça. T'as bossé dessus? Ouais. Ok. Bah, je pense que c'est en C'est partie ça. de ma faute si le truc est rose, violet et néon, parce que j'ai bossé avec le caractère designer qui est Takashi Okazaki, qui est un mangaka japonais qui a fait Afro Samurai, Ok, et ouais. Game Bakers, et donc moi je me suis occupé des décors en fait. Trop Des bien. décors et j'ai fait un peu de colo, de touches couleurs, de trucs comme ça dessus. Donc Il a vu le rose déboulé, il a fait Ça, j'aime bien. je pense qu'il a dû kiffer les néons et ça part pas forcément de là. C'est sûr qu'il y a d'autres influences derrière ou en tout cas à cette époque-là quand j'ai fait ça, je pense que j'ai mangé aussi beaucoup de jeux vidéo indé et tu vois, et Synthwave et de choses comme ça. Ouais, bah, complètement. Juste, d'ailleurs, je fais une parenthèse complètement. Reinhard, tu as réussi à le finir? Non, j'ai pas passé le 3e boss. D'accord, ok, d'accord. Parce que moi, j'ai bossé sur tous les persos du jeu, mais je sais pas où t'as. Mais ce qui est marrant, moi, je dois être au 7ème, je crois, mais il y en a un où en fait, celui qui est vraiment qui commence vraiment comme un combat de sabre. Sur la plage et tout, le challenger, avec sa pagaie. Mais ce que je trouve marrant aussi, c'est que tu sais, moi, les meilleurs morceaux de Fury, je trouve, c'est ceux de Toxic Avenger. Toxic Avenger, tu vois, qui bosse sur Fury, qui bosse. Enfin, tu vois, on se retrouve. Enfin, tu vois, il y a des connexions qui sont. Tout se recroise, tu vois. Donc, je pense que les choses se font pas par hasard non plus, tu vois. Il y a vraiment des connexions qui se font. Des accointances qui permettent de se recouper vraiment d'un point de vue artistique. Je pense que c'est à peu près générationnel, peut-être à 10 ans près, mais d'avoir les mêmes influences. Et quand tu bosses dans un milieu et que tu continues à y bosser encore 10-15 ans, je pense que si tu veux le réseau, pardon, je vais rapprocher le micro, le réseau se réduit et oui, était amené à bosser avec des gens en fait qui sont restés motivés et qui continuent à faire des projets, à bosser. Donc moi ça me m'étonne pas en fait de recroiser. Je suis passé chez Ankama, je recroise des gens avec qui j'ai bossé il y a 10 ans sur des prods encore aujourd'hui. Mais tu vois, même par rapport à ce que je disais au tout début de l'émission, par rapport tu vois, à cet amour de la pop culture, mais quand même avec un référentiel un peu différent. Regarde, encore une fois, je reviens sur les G.I. Joe, mais regarde les G.I. Joe des années 80, regarde la gueule des G.I. Joe des années 90. Et ben, ça, tu peux voir du coup le Simon et le Ron, tu vois. Tu vois, je ressens ça vraiment, tu vois, dans les designs et dans les couleurs. Tu vois. C'est assez drôle. Et puis moi, j'ai eu des Action Man en plus. Tu vois, genre, pareil, qui était bien coloré, bien fluo. Je pense que. Et que moi, c'était Big Jim. C'était bien terreux. Ouais. Toi, c'est plus l'armée. Moi, j'avais Dr. X avec son lycra violet. Et, c'était. Donc voilà, t'as un peu les origines des bails, quoi. C'est là où je vous raconte mes origines nulles, où mon père m'offrait des encyclopédies. Voilà. C'est bien aussi. Voilà, tu vois, y a pas de c'est pour ça que je dessine pas et que je fais des podcasts. Quoi. Ça a des conséquences différentes. Du coup, quoi. C'est ça, ouais, peut-être que ça vient de là. Une autre question aussi, quelque chose qui est peut-être anecdotique, mais qui est vachement intéressant quand même, dans l'accompagnement de l'objet. On va reparler du coffre un peu, mais même la cabinet de card en fait, qui a une justification dans l'histoire, parce que il y a vraiment une photo qui est prise à un moment dans ce premier chapitre. C'est du coup, qu'est-ce qui est, c'est un peu la poule et l'œuf. Qu'est-ce qui est venu avant? Ah bah alors, tu sais que ça se fait l'objet d'une correction, ça justement. Ouais. Parce qu'on avait la cabinet de card. Moi, c'était un kiff que je voulais. Moi, j'adore les cabinets de card.
Contrairement à toi, moi j'ai personne de ma famille qui a ça. Ouais, mais moi c'était une famille de riches. Alors moi c'est une famille de proles. Donc, mais en tout cas, les cabinets de cartes, moi quand je voyage et tout, puis en plus c'est con parce qu'il y en a plein en France, hein, mais moi quand je voyage, quand je vais dans des espèces d'antique stores, j'achète des cabinets de cartes de gens inconnus, quoi, tu vois. Et j'adore, tu vois, alors les cabinets de cartes, pour ceux qui savent pas, c'était des photos qui étaient faites entre 1870 et 1890. C'était des photos, entre guillemets, souvent des portraits de personnes. C'est des photographies qui étaient contrecollées sur un carton sur lequel apparaissait, par exemple, déjà le nom et le logo du studio, parfois des choses un peu promotionnelles, etc. etc. Et moi, je trouve ça fascinant. Et je voulais... pour moi, Moutafkaz 1886, c'était aussi le début de la démocratisation des cabinets de cartes. Et c'était à une époque où les mecs faisaient une photo, puis ils avaient, ils pouvaient acheter 5-6 tirages. Tu vois, c'était presque le début, je vais pas dire de l'industrialisation des choses, mais en tout cas, il y a ce côté magique tu faisais une photo, puis tu pouvais avoir plusieurs tirages. Et moi, je me suis dit, ça serait bien d'accompagner le chapitre 1, bon, certes du coffret, mais aussi d'une cabinet de cartes qui marque vraiment un délire par rapport à cette époque. En plus, Vincent Gino vient de s'enrichir brutalement. Ouais. Premier réflexe, on va s'immortaliser. Tu vois. Ouais. Et effectivement, dans la première version du chapitre 1, il n'y avait pas cette scène-là. Il n'y avait pas la scène où ils se prennent en photo, en fait. Donc, on a fait la cabinet de cartes on a fait la couverture, la cabinet de cartes. Et puis, à un moment, on s'est dit, on avait une scène, il y a une page, sans spoiler, mais bon, où ils ont fait un peu de rond, la ville, et puis ils découvrent la vraie vie, quoi, les richesses. Et on avait d'autres scènes dans cette page-là. Et puis à un moment, je sais pas comment c'est venu. Ouais, j'ai dit, mec, on peut pas. Mais c'est ça, en fait, c'est à force de dialogue aussi, tu vois. On se dit, en revenant sur le truc, on se dit, mais c'est con. On a une photo des deux. Faut forcément qu'à un moment, ils se prennent en photo. Je sais pourquoi. Je me souviens pourquoi. C'est parce qu'à un moment donné, on a dit, mais c'est pas gênant. Toi, tu avais posé la question, c'est pas gênant qu'ils soient pas habillés pareil, tu vois. Ah oui, entre la cover et l'intérieur du bouquin. Et j'avais dit, non, mais t'inquiète, ça, c'est la cover, c'est c'est une cabinet de cartes, et du coup, c'est plus l'imaginaire du cow-boy. Et après, je me suis dit, en fait, il faut leur faire la photo, parce que dans les cabinets de cartes, les mecs, ils pouvaient s'habiller pour l'occasion. Et moi, je me suis marié à Las Vegas. Les fringues que j'ai sur la photo de Las Vegas, c'est pas les miens, tu vois. C'est de la location. C'est-à-dire, pour faire la belle photo, ils te disent, alors voilà, vous avez le nœud comme ci, le machin, le gilet et tout. Et pour les cabinets de cartes, c'était pareil. Donc, on s'est dit, là, c'est parfait. C'est-à-dire, Vincent Gino vont se faire prendre en photo, et puis ils choisissent il y a un petit bac, en fait, avec les accessoires dans la BD, et c'est les accessoires après que tu retrouves sur eux, tu vois, l'espèce de gros colt, le flingue et tout. Donc là, on a retrouvé la cohérence de se dire, en fait, voilà, ça devient du coup d'un petit délire gratuit, ça devient presque un truc intra-diégétique. Ouais. On a raccroché les wagons du train de la mine. J'essaie de raccrocher les wagons aussi de la phrase. C'est mais c'est pas ouf, c'est pas ta meilleure métaphore. Désolé. Attends. On peut. Mais ça, par contre, c'est quelque chose. Voilà, ça fait partie des corrections je vais pas dire de dernière minute, mais à un moment donné, pendant la relecture, nous arrive cette réflexion. Ouais, c'est-à-dire la page est finie, il y a les dialogues, les bulles et tout, et puis on fait quand même. On est passé à côté d'un truc, tu vois. Et moi, je déteste ça. C'est-à-dire que moi, à un moment donné, faut qu'on aille au bout d'un délire, et si c'est pas forcément justifié, ou on fait ça pour le fun, j'aime pas l'idée, je vais pas être bien. Donc, le truc, c'est que tu as le risque que ça passe un peu inaperçu pour une majorité des gens, mais que tu as quand même une minorité qui vraiment te le fasse remarquer. C'est ça. Mais à contrario, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui n'ont même pas vu qu'ils se faisaient prendre en photo et que la photo, on l'avait dans le coffret, quoi. Si ceux qui n'ont pas le coffret n'ont pas pu le voir. Ouais, voilà, c'est ça. Désolé, gars. C'est vrai qu'après, moi, j'ai plus le recul parce qu'après, on sait plus. Nous, tu vois, on a ces discussions à deux. Ensuite, la BD part, le coffret est vendu, et puis après, c'est tout. On n'entend plus parler de rien. C'est-à-dire que il y a personne qui vient nous dire. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Dans 2 ans, tu vas avoir un mec qui va te retomber sur le truc et tout. Il va faire, ah ouais, mais
J'avais déjà... Mais oui, c'est ça. Et genre, qui va un message et toi, c'était cool ça, machin. Mais du coup, on sait pas. Tu vois, c'est-à-dire qu'on sait même pas si nos effets fonctionnent. Ou vous avez quand même vu avec les premiers retours, notamment au début, que voilà, en tout cas, le coffret plaisait. Et même tu t'es plaint un moment un petit peu pour rigoler, mais dire. C'est moi. C'est toi qui a dit. Les gens, ils parlent du coffret, mais ils parlent même pas d'histoire. Alors peut-être parce que ton dessin, en fait, on n'avait pas envie d'en parler. On sait pas, tu vois. Merci. C'est tout pour moi. Ça carrément. Mais tu sais pas si finalement tous les petits trucs ont été perçus, compris. Lui, c'est pareil, il a fait une petite ref à Falanga. Finalement, on sait pas si les gens l'ont vu, l'ont pas vu, etc. Mais nous, à la limite, c'est pas grave. Nous, on fait, en vérité, on fait les choses pour nous. Ouais. C'est vrai. Et c'est pour ça que tu disais, et j'avais fait la réflexion tout à l'heure, mais c'est pas le problème que les gens, une ou deux personnes vont nous pointer le truc. C'est que nous, ensuite, on va rouvrir la VD, on va faire, mais ça, c'était tellement évident, pourquoi on l'a pas fait, quoi. C'est comme avoir la réponse après le contrôle de maths. Tu captes la leçon une fois que le truc est passé. Voilà. Et c'est rageant. Donc, là, c'est une très bonne métaphore, par exemple. Merci. Je me suis rattrapé, super. Et on peut pas, je pense qu'on peut pas penser à tout, c'est pas possible. Je suis sûr qu'il y a des trucs, tu vois, forcément, qui auraient été peut-être plus malins. Bon, peu importe. Mais en tout cas, les évidences et la cohérence, faut qu'on la tienne, quoi. C'est ça. Faut qu'on la tienne. Mais après, moi, dans le délire aussi du coffret, ça, par contre, c'est aussi, entre guillemets, une surprise que je voulais faire à Simon. C'est-à-dire que le coffret, tu l'as découvert finalement relativement tard. Ouais. Mais tu l'avais bien avant moi. Moi, je bossais dessus. C'est-à-dire que c'était le projet secret du projet secret. C'est ça. C'est-à-dire que moi, je bossais dessus avec Yoc. On savait vers où on allait, mais on savait pas encore ce que ça allait rendre. C'est-à-dire que c'était un pari. Donc, on avait fait des essais et tout. Après, j'avais repris le dessin. Le logo, il en a fait je sais pas combien de versions. Moi, je voulais un truc qui fasse très cow-boy, mais pas cliché cow-boy. C'est-à-dire pas le truc, la typo habituelle avec les planches de la fonte. tu vois, avec les trous de balles. Voilà. Je voulais le truc un peu la vision de l'art nouveau, tu vois, qu'avaient les mecs en 1886 en Californie, tu vois, un truc qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, travailler, j'avais l'idée des ors à chaud, de l'argent à chaud, etc. Et là-dessus, Yoc, lui, il a bossé sur la typo, donc le logo, il a fait masse de versions. Et puis moi j'avais bossé les flingues, donc je t'avais dit quand même vas-y refile-moi la référence déjà, parce qu'il y a rien de gratuit en fait. Les flingues qu'il y a sur la cover sont les flingues qui sont utilisées dans le chapitre 1 de Lino, l'autre du bandit, qui sont des références. C'est pareil, je vais pas prendre un Colt genre un Peacemaker qui est dans tous les films. On a pris des armes, moi j'ai trouvé dans une brocante mon petit livre sur les armes au temps du Far West. Et donc, genre un Colt Dragoon, un Smith & Wesson Model 3, tu vois, c'est ça, c'est aller chercher dans les petits détails. Voilà les geeks, quoi. Là, ça nerdise. On est passé à l'échelle au-dessus du nerdisage. Ouais, c'est ça. Et puis après, donc voilà, moi, j'ai fait le truc avec les ronces, machin. Je voulais un truc très. Parce qu'on était vraiment genre, oui, on va pas tout détailler, on a maté des films, on a un truc, puis en fait, non, on allait chercher des bouquins dans les brocantes sur les armes à feu. Si on l'en sort pas maintenant, on l'en sortira pas. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai qu'après, on dit pas tout, puis on oublie des choses aussi. Mais là, voilà. Et ensuite, quand je me suis dit, ouais, là, on tient un bon truc et tout. Là, j'ai dit, vas-y, je peux lui balancer le truc, ça sera la cerise sur le gâteau. Pour qu'il puisse se dire, là, c'est sérieux, tu vois. Parce que jusqu'à présent, on t'avait dit, c'est le coffret. Tu t'es dit, bon. Après, il y a juste le derrière, le dos où j'ai dit, il faut faire une référence. On a fait, il y a une queue de baleine au dos qui est pareil, une référence à. Mais ça, c'était moi, si tu veux, encore une fois là-dessus, moi, dans ma tête, je sais pas pourquoi j'avais un colibri. Je marche par flash. Et au début, le coffret, j'imaginais qu'il y aurait un colibri. Longtemps, je suis resté avec mon idée de colibri, tout simplement parce que, je sais pas, ça faisait peut-être référence à des rêves inconscientes que j'avais de l'époque ou des trucs que j'ai pu voir et tout. Puis au final, on est resté quand même sur entre guillemets, le thème botanique et animalier, tu vois. Enfin, en tout cas, j'ai raccroché les wagons avec ça. Et le truc qui me paraissait le plus percutant par rapport à l'idée du Far West, c'était les guns, quoi, tu vois. Donc c'est vrai que t'as juste dit que de baleine, mais c'est vrai que ça, c'était une question que je m'étais posée. Pourquoi il lit Moby Dick précisément? Enfin, c'était un choix conscient de le faire lire Moby Dick, Vince, au début. Ouais, bien sûr. Pour moi, c'est un blockbuster de l'époque, en fait. C'est ça le truc. C'est-à-dire que putain, qu'est-ce que c'est super Moby Dick, tu vois. Tu trouves? Moi j'adore. Moi j'étais déçu. Ah ouais. En fait, le truc c'est que et j'en parlais parce qu'il y avait une réédition chez Delcourt du Moby Dick de Bill Sienkiewicz, et j'expliquais que
la couverture du bouquin étant enfant me fascinait parce que tu voyais la baleine, tu dis que c'est un bouquin d'action, mais en fait, elle est qu'à la fin. Je sais que moi, gamin, ça m'a frustré. Non, d'accord, ouais, je comprends. Tu peux te faire chier quand même. Mais parce que t'avais des attentes en fait par la cover qui était plus grande que le vrai livre. Quoi. Moi, j'essaye. Bon, tu peux pas dire j'essaye de me remettre à la place des gens à l'époque et tout, mais malgré tout, quand t'as cette charge de la baleine et tout, avec Akab, tu vois, la phrase finale et tout. Enfin, je trouve que ouais, ça envoie le boulet quoi. Je veux dire, à l'époque, tu vois, aujourd'hui encore, on connaît Moby Dick. Les gens qui ont même jamais lu savent ce que c'est que Moby Dick. C'est comme les pêches en conserve quoi. Tu remets en perspective le poids qu'avaient certaines créations ou certaines habitudes qu'on a pu les vitraux de l'église. Aujourd'hui, un vitrail dans une église, bon bah tout le monde sait ce que c'est. Mais à l'époque, t'imagines où il n'y avait pas de lumière artificielle, les mecs rentraient là-dedans, ils étaient dans un monde parallèle quoi. Genre waouh, les lumières qui passent à travers des vitres vertes, bleues, rouges. Le son, tu vois, l'orgue, vénère l'orgue de Barbarie qui joue, tu vois, les lumières entre guillemets artificielles que tu retrouves pas dans la nature, avec des figures christiques et tout, mais je pense que pour l'époque, tu vois, où les mecs avaient pas Netflix, Captain Obvious. Mais sans déconner. Je te rappelle quand même qu'il y a eu ce passage où en fait on est passé des vitraux à Netflix et ça a été une grande révolution. Il y a rien entre temps. Et tout à coup Netflix est arrivé. Et les mecs ils ont cuté l'église. C'est normal. Ah la vache. C'était ça. T'as Avengers, qu'est-ce que t'en as à foutre des autres super-héros qui multiplient les pains. Moby Dick et l'église à Netflix. Ouais, en même temps, tu viens de comparer Moby Dick à des pêches en conserve, quoi. Ça veut dire que t'as des fans de Herman Melville qui sont en train de péter un câble. Elles sont pas toutes bonnes ce soir, c'est pas grave. Bon, enfin, vous avez saisi l'idée. Votez oui ou non sur Twitter. Ah, quelle fatigue. C'était disons que c'était un raccourci un peu rapide, certes, mais ce que je veux dire, c'est que oui, voilà, c'est ce décalage. Pourquoi Moby Dick ? Parce que je pense que ça devait être le blockbuster de l'époque, entre guillemets. C'est comme ça que je me l'imagine. Ça se trouve, je suis complètement à côté de la plaque. Après, moi, mais ça, je pense que c'est un truc qui prendra peut-être un peu de sens au fur et à mesure de la lecture. Mais moi, j'ai une autre lecture aussi de Moby Dick et t'as des parallèles qui se font avec l'histoire des deux personnages. Oui, on n'a pas choisi juste ça. C'est pas juste le blockbuster. On s'est quand même longtemps posé la question de qu'est-ce que ça racontait Moby Dick et qu'est-ce que nous on racontait au travers de Moby Dick dans notre histoire. Sinon, on aurait choisi un autre blockbuster. C'est-à-dire qu'on parle de personnages un peu perdus en pleine mer quand tu suis des personnages un peu perdus en plein fer ouest. Ouais, alors. Ou c'est pas trop sur cet angle-là. Ou alors ça veut dire qu'il va y avoir une baleine blanche dans le désert. En fait, c'est assez symbolique la baleine blanche, mais il y a ce côté aussi où tu poursuis. Il poursuit la baleine en fait qui est meurtrie et c'est la baleine qui l'emporte. Et donc toi, tu poursuis des choses même qui sont, je sais pas. Alors on va dire que c'est l'or, on va dire que c'est un rêve qui peuvent t'emporter malgré toi quoi. Donc je pense que, alors moi c'est mon interprétation et je pense qu'il y en a pas mal il y a plusieurs niveaux de lecture. Il y a plusieurs niveaux de lecture, mais nous, c'est vrai qu'on s'est arrêté sur celui-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on s'est dit, voilà, ok, ça c'est bien par rapport à ce qu'on raconte. On reste là-dessus. Ouais. Ensuite, c'est pas forcément un niveau de lecture que tout le monde va avoir, parce que ça fait 2 ans qu'on est dessus, donc on gratte un peu plus à chaque fois. Mais ouais, puis qu'est-ce que c'est les États-Unis, tu vois. Qu'est-ce que c'est le rêve américain ? Qu'est-ce que c'est tout ça quoi ? C'était pas trop challengeant aussi de réimaginer un peu cette figure des hommes en noir en devant les dissocier de tout le contexte que vous faisiez avec les nazis, la lune, tout ça dans le premier, et leur donner un nouveau contexte, une nouvelle justification. Encore une fois, on le verra plus tard, mais c'est pas. Je pense que on est obligé de transformer. On peut pas garder la même chose. Mais c'est pas gratos non plus. Je pense que la justification va venir... Tu bouges les paradigmes et tu vois qu'est-ce qui est cohérent et qu'est-ce qui l'est moins. Tu avec vois, l'époque, ouais. Ouais, c'est ça. De la même manière que les machos, tu vois, dans Mutafukaz, l'idée, c'est les ombres. Tu vois, tu dis, oh là là, lui, c'en est un parce que, tu vois, t'as une ombre projetée au mur. Je trouve que c'est relativement moderne comme façon de voir les choses, tu sais. Là, l'idée, c'était de se dire, on va pas refaire le coup des ombres, tu vois. Ouais, justement, parce que là, ce serait trop redite, Ça serait trop redite. Et pourtant, ça pourrait le faire, parce que dans le western, le duel au soleil couchant, t'as des ombres qui s'étendent, notamment dans votre scène de duel, ça aurait pu être quelque chose. C'est vrai, mais l'idée, c'est de revisiter aussi la mythologie. Et moi, je me suis dit,
qu'est-ce qui fonctionne bien par rapport à ça? Et c'est tu vois, le spiritisme de cette époque-là, tu vois, et ensuite il y a eu les photos à base d'ectoplasme qui sortent du nez, qui sortent du truc et tout. J'avais dit à Simon, ça peut vraiment être cool qu'on reprenne le délire des ectoplasmes, mais qu'on les revisite à la sauce macho, c'est-à-dire c'est pas de l'ectoplasme blanc, c'est de l'ectoplasme noir, tu vois. Et le côté noir, ça rappelle aussi le pétrole, et quand tu sais l'importance du pétrole aux États-Unis, tout ça va Alors, encore une fois, c'est de l'ordre de l'intuitif. Il y a plein de gens qui peuvent se dire qu'on coupe un cheveu en 4, mais pour nous, ça a du sens dans ce qu'on raconte. C'est-à-dire que c'est pas n'importe quoi, c'est pas l'ombre juste pour refaire le gimmick de l'ombre, c'est un ectoplasme noir qui rappelle une substance... un pétrole, c'est un pétrole. Truc... ouais. Que signifie le pétrole aux États-Unis? Enfin voilà, tu vois, c'est vraiment des questions de fond qu'on n'a pas l'air de se poser hein, quand tu lis Mutafukaz 1886, tu lis le truc, tu trouves ça fun, c'est marrant et tout. Mais pour en arriver là, nous, on a plein de niveaux de lecture. On n'a pas fait les choses au hasard, c'est ça que je veux dire. Ouais. Et puis c'est le temps de maturation, quoi. C'est aussi le temps de maturation qui fait ça, d'écriture, de ping-pong. Ouais, voilà. De réunion, de s'en reparler. Même des fois, le truc n'avait pas commencé. On s'en reparlait encore en disant t'es sûr que c'est une bonne idée? Mais alors, ça voudrait dire quoi? Ah ouais, c'est vrai que ça veut dire. Ah ouais, mais alors, tu vois, puis on essaye de trouver des trucs. Puis finalement, au bout d'un moment, ça émerge de soi-même, en fait. Tu vois. Ouais, puis bon, l'idée, c'est pas non plus de spoiler, puisqu'on accompagne un peu le lancement du premier numéro, mais quand on pense Far West, on pense pas à mal d'autres éléments encore qu'on ne retrouve pas dans le premier numéro. Où sont les attaques de diligence? Où est le chemin de fer? Où sont les Amérindiens? J'imagine que c'est au programme, quoi. Alors, c'est toujours pareil. Des fois, on va jouer sur les clichés, puis des fois, on va s'en écarter aussi. Donc, ça sera la surprise aussi de voir qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on lâche. Ouais, parce que encore une fois, c'est pas gratuit. On va pas mettre une attaque de diligence s'il n'y a pas lieu. Tu vois, si on n'en a pas besoin, on va pas forcer non plus. Ouais, c'est ça, des éléments qui ont pas lieu d'être. Et aussi parce qu'on a que 160 pages, donc on peut pas tout rentrer à l'intérieur. Il y a même une thématique qu'on a complètement laissé tomber en fait. Ouais. Ah oui, mais il y a même des personnages. Il y avait le début du chapitre 4. Tu vois, voilà, c'est ça. On sait autrement et tout. On n'a pas le temps en fait. On n'a pas le temps. On peut pas le faire. Ou alors, c'est chiant, mais. Ouais. D'accord, ouais. Et j'ai envie de te poser une question, Siren. Est-ce que l'accomplissement de ce projet, puisque voilà, il y a 4 numéros de dessinés, donc on est bientôt sur la fin, j'ai envie de dire, ça te donne aussi d'autres envies de décliner un peu ce genre de concept, ou tu préfères que ça reste un peu unique? Ouais, pour moi c'est unique. Hein. C'est vraiment. C'est-à-dire que si on te fait jouer avec Blackie à Nioh, tu feras pas Loba Loca dans un contexte de Japon féodal, par exemple. Je pense pas. Non, ce genre de délire-là, non. Après, par exemple, qu'on fasse un dessin avec Loba Loca dans un contexte du Japon féodal, tu vois, moi tu me parles de ça, faudrait pas me pousser trop, tu vois. Mais je trouve ça. On va t'envoyer beaucoup de messages. tout de suite, j'ai des embryons d'idées qui me tombent dessus, puis que je suis obligé d'étouffer, tu vois. Mais après, je me dis, au travers d'un dessin, tout ça, oui. Mais après, non, je veux surtout pas systématiser le délire. Et puis, en plus, non seulement ça créerait plus la surprise, mais en plus, je pense qu'à terme, les gens verraient ça comme quelque chose d'artificiel. Et là, autant sur Mutafukaz, qui se passe quand même aux États-Unis, avec un contexte particulier, etc., je pense que ça a vraiment du sens de parler de la naissance de cette nation, tu vois. Que, par exemple, le Japon féodal. Alors, oui, effectivement, sur la loyauté, sur plein de choses et tout, il y aura plein de choses à dire, etc. Mais je me sentirais peut-être moins légitime, tu vois, à ce genre de truc. Après, moi, c'est toujours aussi une histoire de rencontre, hein, tu vois, donc je ferme jamais la porte définitivement aux choses. Moi, je pense que là, avec Muta 86, ensuite l'arc 2 qui va arriver, on aura quasi tout dit, même si j'ai toujours ce mini regret qu'à l'époque, avec Blackie, Loba Loca, ça nous est tombé dessus, limite. On n'a quasi pas choisi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'histoire allait arriver, on était presque en train de lui fermer la porte, genre non, ne rentre pas, parce qu'on était sur une autre histoire. On était sur un autre spin-off. On était sur l'histoire de Félix qui est en train de faire un début de carrière en MMA au Japon, tu vois, avec toutes les problématiques que ça impliquait d'un occidental qui débarque au Japon, les problèmes de culture, etc. Lui, il a vécu au Japon, tu vois, pendant 1 an ou peut-être même 2, je sais plus.
Moi, j'ai travaillé avec les Japonais, donc il y avait tout un délire auquel on était en train de réfléchir. Et d'ailleurs, dans le tome 5 de Mutafukaz, il y a 2 pages, il y a une double page qui teasait ce spin-off potentiel. Et puis, à un moment donné, l'Oba Lokai s'est imposé au délire, quoi, si tu veux. Et c'est tombé un moment où on avait envie de raconter ça tous les deux. Et puis, du coup, tu vois, on est parti là-dedans. Mais il n'y a pas de plan, si tu veux. C'est vraiment de la rencontre, c'est vraiment de l'intuition. Puis moi, je pense en plus que je vais pas non plus tirer sur la corde, tu vois. Je pense aussi, si j'ai rien à raconter, je vais pas me forcer, si tu vois. Ouais. Mais ouais, voilà. C'est de pas céder forcément à la facilité à vouloir un peu franchiser ça presque et faire l'album Mutafukaz de trop au final. Non, c'est ça. Puis tu sais quoi, si un jour il y a quelqu'un qui arrive avec un projet et puis je trouve ça vraiment que ça défonce et puis que le mec il est à fond, peut-être je lui dirais vas-y, bah fais-le quoi, tu vois. Mais de moi non en fait. Ok. Tu vois. Et Simon, après Mutafukaz 86, tu as déjà des choses en projet que tu voudrais aller poser la question à ma femme, je pense. Il va aller se coucher après. Parce que alors après le podcast, oui. Pour l'instant, non. Là, il y a rien de. On finit Mutafukaz. C'est vraiment accompagner ça. Donc. Ah oui. Ouais, on va le vivre jusqu'au bout. Bien sûr. Tu vois, c'est vrai que en plus moi en ce moment, je suis sur l'arc 2, donc on est fou. Sur lequel on reviendra dans une autre émission, j'espère. Ouais, j'espère, bien sûr. Mais c'est vrai que là, on est super focus. D'ailleurs, moi, j'avais envisagé de bosser aujourd'hui sur justement sur Mutafukaz 86. C'est dead. Non, mais t'inquiète, regarde pas ta montre. C'est bon. On va les manger. Ouais. Mais oui, on est H24. On est H24 sur le truc, même si c'est pas forcément tu vois, en mode réunion ou quoi. Je veux dire, chacun de notre côté, on y pense. Lui, il produit. Bien sûr. Et puis, j'ai pas. C'est pareil. Je bosse pas à temps plein sur Muta. J'ai d'autres projets à côté en plus. Je fais du jeu vidéo, de l'anime, tout ça. Donc là, pour l'instant, je vais pas m'en mettre un autre dans les pattes tant qu'on n'a pas fini bien comme il faut, carré Muta 86 quoi. D'accord, ok. Mais écoutez, ça fait plus d'1 heure qu'on est ensemble dans ce podcast. Ah ouais, bah t'es pas content, c'est ça? Ah si, non, c'est trop bien. Si tu veux, on peut repartir sur une autre fin, y a pas de souci, c'est vrai. Non, j'ai reçu un message là, D'accord, ok. Voilà, ça a vibré donc dans les coulisses, ça va voilà, là, on te demande. Ça vibre et puis ça commence par une vibration sur téléphone, ça termine par la porte des par une porte qui explose. Donc effectivement, avant que la porte de la chambre n'explose et que tout le matériel se retrouve cassé, on va devoir rendre l'antenne. Mais en tout cas, ça fait super plaisir d'avoir pu faire cette discussion en plus vraiment en présentiel, vu que voilà, vous êtes à des villes très distanciées, donc c'est toujours plus simple, enfin plus facile. Non, c'est pas plus simple, mais c'est pas plus facile, mais c'est plus sympa. Ouais. De pouvoir faire ça vraiment cool, ensemble, parce que notamment, tu vois, quand je te reprends sur les métaphores à distance avec le décalage, ça marche pas, tu vois. Ouais, les blagues, coup, déjà que la blague est pas ouf, mais en plus à distance, ça devient presque gênant. Donc, heureusement, on s'est évité ça. Quelque part, c'est ta réputation qu'on sauve aussi, Simon. Donc, je sais pas. Ouais. En tout cas, vraiment, donc merci d'avoir été présent avec nous. Moi, je la trouvais bien, sa métaphore. Non, mais elle était bien, mais. On la gardera quand même. Ah, mais moi, je garde tout. Moi, je coupe rien. Moi, je la garde, on va la mettre dans le bouquin. On va mettre dans le livre. Allez, dans le livre d'or. Et on espère que ça vous a plu. En tout cas, on sait que certains d'entre vous étaient impatients d'avoir cette émission, donc on est ravis d'avoir pu vous la proposer. Donc, Mutafukaz 86 numéro 1, c'est disponible partout en librairie. Puis la suite arrive au fil des prochains mois. Donc, si vous aimez ce travail, si vous aimez Run et Simon, si vous aimez le label 619 et les bonnes BD, eh bien, vous pouvez partager ce podcast après l'avoir écouté et nous soutenir de cette façon. Donc voilà, vous pouvez soutenir des éditeurs, des artistes et un podcast indépendant en même temps. C'est quand même formidable, la technologie moderne. Il y a eu les vitraux Netflix, puis les podcasts indépendants. Je sens que je vais regretter cette petite digression. Un petit ad Netflix France qui va débarquer dans le... C'est bien. C'est ça. Voilà, c'est comme ça qu'on fait des futurs partenariats. Oui, écoute, très bien. Ça marche comme ça. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. Puis on se dit à très bientôt. Et littéralement, on se reverra bientôt. Je te regarde droit dans les yeux, Ron. Donc à très bientôt. Je regarde pas du tout. Non, mais toi. C'est gentil. Merci Arnaud. Et voilà, donc à très bientôt sur les ondes de First Print. Salut. Merci. Salut.